Bonsoir, il y aura du talent, peut-être même du génie ce soir dans Capital, car nous allons explorer l'univers un peu fou des artistes. Combien rapporte la pyramide du Louvre à celui qui l'a créée? Comment les tableaux de Van Gogh battent-ils des records dans les ventes aux enchères et ses héritiers en profitent-ils? Pourquoi le prix de certaines œuvres d'art contemporains va-t-il soudain flamber? Faut-il être milliardaire pour acheter des œuvres d'art? Peut-on, simplement en créant, faire fortune? Les artistes ont parfois de l'or au bout des doigts, c'est ce soir dans Capital. L'art, c'est d'abord des reproductions sur des cartes postales, dans des revues, dans des publicités. Combien rapportent-elles à leurs auteurs? Le Picasso Business, l'un des plus gros héritages du siècle. Une mine d'or pour ceux qui déclinent l'œuvre du maître sur des assiettes ou des serviettes. Un Van Gogh pour seulement 4000 francs, tellement proche de l'original, mais c'est un faux. Voyage dans l'univers étonnant des copies. D'autres chefs-d'œuvre, des vrais cette fois, jusqu'où les plus grosses fortunes sont-elles prêtes à flamber pour assouvir leur passion? Galeries, musées, collectionneurs, qui décident de la cote d'un artiste? Certains ont du nez sur qui miser pour toucher le jackpot. Voilà, nous allons donc voyager ce soir dans un univers qui va vous étonner, un univers passionnant, parfois magnifique, avec des grands collectionneurs, comme par exemple Stéphane Collaro, qui nous ouvrira les portes de sa maison, où ce que nous avons découvert, je dois dire, est assez inattendu. Mais commençons avec les œuvres d'art qui sont partout autour de nous, reproduites dans des catalogues, dans des revues, dans des publicités, à la télévision, sur des cartes postales. Surprise, à chaque fois, il faut payer. Les artistes touchent des droits. Reportage de Nicolas Valode et de Xavier Bodin-Hulin. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je pige, comme on dit dans le... Son métier, éplucher la presse, à la recherche de toutes les reproductions d'œuvres d'art. Et là, je suis en train de feuilleter un journal régional, enfin qui évoque une région, l'Alsace. Et voici reproduit une œuvre de notre répertoire. Et tous les journaux y passent. Valeurs actuelles, magazine plutôt qui parle d'économie, eh bien, il y a aussi reproduit des œuvres d'art. Donc, voici encore un Fernand Léger ici. Pour étayer leur sujet, ils présentent une œuvre d'art protégée. Là, c'est une petite revue pour les enfants, la revue Dada, qui reproduisent, là, c'est quoi, du Max Ernst. Donc ça fera l'objet d'une facturation. Donc. Et surtout, ne pas oublier la presse féminine. Une reproduction là qui montre un grand portrait de Cocteau. Pareil, facturation. Il y en a partout des œuvres d'art à facturer. C'est le rôle de la SPADEM, l'une des deux sociétés d'artistes qui défend les peintres, les sculpteurs, les photographes, les designers ou les architectes. Pour reproduire une œuvre, il faut payer. C'est la loi. Elle date de 1957. Et la SPADEM assure la perception des droits, ce qu'on appelle les droits d'auteur. Le droit d'auteur, c'est le salaire de l'artiste. Et surtout en ce moment, puisqu'il ne vend pas ses œuvres. Donc il vide ses droits d'auteur. Et dans cette période de crise, il est très attaché à maintenir ses droits. Il est protégé toute sa vie durant et maintenant jusqu'à 70 ans après sa mort. C'est-à-dire que ce sont ses héritiers qui bénéficieront de ses droits et avec lesquels nous gérerons ses droits. Il y a certainement là quelqu'un qui... 1860 artistes français inscrits à la SPADEM, plus de 3000 dans l'autre association. Avec une seule règle, pour le calcul des droits, la cote du créateur ne compte pas. On a un barème général de référence, et ce barème prévoit les mêmes niveaux de tarification, que ce soit un artiste de grand renom, de moindre renom ou de petit renom. L'an dernier, 70 millions de francs de droits ont ainsi été récoltés. Pour cela, on épluche la presse, mais aussi les livres, les prospectus, le cinéma et bien sûr la télévision. En règle générale, personne ne rechigne à payer les droits, mais parfois, il y a conflit. Exemple. C'est Frédéric Mitterrand qui avait une émission sur le théâtre. Du côté de chez Fred, il recevait Michel Morgan pour une pièce au Théâtre des Champs-Élysées. Alors forcément, on présente le théâtre. On le regarde, là, oui. On le regarde. Oui, oui, voilà, non. Et effectivement, c'est magnifique. C'est un théâtre qui a toute une histoire. Hein. Vous voyez les Vuillards, là, en ce moment. Ce sont des vrais Vuillards. Des vrais Vuillards qui ont été peints par Vuillard pour l'ouverture du théâtre en 26, je crois. Ah oui, ils sont beaux, les vrais Vuillards de Vuillard, mais la chaîne ne veut pas payer de droits d'auteur, sous prétexte que ce n'est pas l'objet principal du reportage. Les héritiers de Vuillard ont fait un procès. Et voilà la salle, maintenant. Nous avons prouvé que les peintures de Vuillard n'avaient rien à voir avec la pièce de théâtre de Michel Morgan, qu'elles avaient été vues dans leur entier. On avait même dit que c'était Vuillard et qu'il fallait payer des droits. Ne pas se laisser faire. Catherine Violet sait ce que cela veut dire. Elle est artiste peintre depuis 10 ans
Et un beau jour, un de ces tableaux s'est retrouvé dans ce catalogue. L'été 89, on prend le courrier dans ma boîte à lettres. Je trouve le catalogue Habitat. Et en le feuilletant, je découvre la photo d'une de mes œuvres dans le catalogue. Explication, le propriétaire du tableau a prêté sa maison pour les photos. Et l'œuvre trône au-dessus de la table et des chaises qui sont à vendre. Sur le coup, je trouve que c'est pas mal. Je suis assez... c'est quand même assez... Ça fait assez plaisir. Et puis, je regarde et je la revois à d'autres endroits à l'envers. Alors déjà là, je trouve ça un peu moins bien parce que un tableau, ça a un sens. Donc là, je trouve ça un petit peu choquant. Et puis, à moitié coupé. Mais enfin, évidemment, ce qu'on montre, c'est les meubles. Et quand même, je cherche mon nom quelque part. Et je le trouve nulle part. Et puis, je ne suis pas la seule à avoir des œuvres reproduites. Alors, je vois qu'aucun nom n'est cité. Agacée, elle contacte Habitat. Pas de réponse. Mais sous la menace d'un procès, le fabricant de meubles négocie. Elle obtient 23 000 francs de droits d'auteur. Et depuis, les catalogues ont changé. Il suffit de consulter la dernière édition. Il y a cité tous les créateurs qui sont représentés dans le catalogue. Donc voilà, je pense qu'au moins, si ça a servi à ça, c'est bien. Il a reçu la Légion d'honneur. Lui, c'est Yu Mingpei, l'architecte de la pyramide du Louvre. Elle fait l'admiration des touristes du monde entier et continue pour longtemps d'alimenter le compte en banque de son créateur. C'est une œuvre d'art. Une œuvre architecturale, c'est une œuvre d'art au même titre qu'un tableau, au même titre qu'une musique. Qui dit œuvre d'art, dit droit d'auteur. Et là, c'est cet homme qui les gère. Il travaille au Louvre. Et il y a un contrat spécial pour la pyramide. 40% des royalties pour l'architecte et 60% pour l'État. Voilà un certain nombre de cartes postales qui ont été éditées, je crois, l'année dernière. Ça, c'est combien de droits d'auteur pour une carte postale? C'est 10% du prix de vente. Soit 20 centimes à chaque fois qu'une carte postale est vendue. La photo dans un dictionnaire, c'est pas cher, 500 francs de droits d'auteur. Dans un catalogue de voyagistes, de 1500 à 10 000 francs, selon la taille et le tirage. Ces petites maquettes seront commercialisées en avril, prix 95 francs la grande, 45 francs la petite, droit d'auteur 1 franc 80, on espère en vendre 150 000 par an. On peut aussi ajouter 10 000 francs la journée pour tourner un film. Ainsi, la pyramide rapporte en moyenne 500 000 francs par an, 200 000 francs vont à l'architecte Monsieur Paye et 300 000 à l'État. Et encore, chaque année, 50 demandes d'utilisation de l'image de la pyramide sont refusées. Exemple, ce projet de spot de publicité pour une voiture. La pyramide, c'est l'entrée du musée du Louvre. On n'entre pas dans le musée du Louvre avec sa voiture. C'est artificiel. Puis dans certains cas, il nous arrive de dire oui. Par exemple Par exemple, là, voilà, vous avez ici le premier découpage qui a été fait pour une campagne publicitaire récente. La vraie star de cette pub de Lancôme, ce n'est ni le parfum ni Isabella Rossellini, c'est bien la pyramide. Droit d'utilisation de son image, pourtant furtive, 2 millions de francs. C'est le plus gros poste de dépense, un tiers du budget total de cette pub. Pas de doute, la pub aime l'art. Exemple, cette belle voiture dans un magazine. À côté, une statue contemporaine de Hans Arp. Tarif pour son utilisation pendant 2 ans dans le monde entier, 200 000 francs. Tout est donc possible, à condition bien sûr de demander préalablement l'autorisation. C'est une publicité pour un cirage. Et bien sûr, je ne sais pas pourquoi, dans l'esprit des publicistes, il faut que ce soit une tête de nègre qui valorise le brillant et la qualité d'une cire. Nous avons reconnu tout de suite l'œuvre de notre adhérent Bouchard. Il était insensé qu'on ait pris cette sculpture et qu'on lui ait mis autour du cou ce torchon épousseté. Voilà la sculpture. Résultat pour préjudice moral et utilisation abusive, la note est salée, 400 000 francs d'indemnité. Pour ne pas dépenser d'argent, il y a une méthode simple. Voici le penseur de Rodin dans une autre pub pour une voiture.
Là, c'est gratuit. Le sculpteur est mort depuis plus de 70 ans. Plus de droits d'auteur à payer. L'œuvre est passée dans ce qu'on appelle le domaine public. Et c'est grâce au domaine public qu'on retrouve ce tableau de Vermeer sur des pots de yaourt. S'il fallait payer des droits, cela augmenterait le prix de vente de 4 centimes par pot. Qui va tomber dans le domaine public là prochainement? De mon répertoire, ça m'ennuie de vous le dire, parce que si je le dis, les éditeurs et tous ceux qui veulent exploiter l'œuvre vont se dire, bon, bah, attendons le mois de juillet prochain, et là, on ne payera pas de droits. Donc, j'ai pas envie de vous le dire. Un dernier exemple de droit d'auteur, pour le plaisir des yeux. C'était sur M6, l'émission Sexy Clip. On avait à ce moment-là une jeune comédienne qui apparaissait et qui feuilletait un pressbook. Et ce pressbook donc, était composé de photos qui la représentaient. Et ces photos avaient été réalisées par un photographe qui estimait qu'il n'avait pas cédé ses droits. Le photographe a fait un procès, il l'a gagné. 20 000 francs de dommages et intérêts. Vous ne verrez pas la séquence litigieuse, nous ne souhaitons pas payer une nouvelle amende. À la place, cette scène-là, elle est gratuite. On ne donnera rien au créateur du manteau. Un reportage qui nous aura coûté assez cher, car nous allons payer, nous devrions payer, nous aussi, le droit de vous montrer toutes ces œuvres, environ entre 15 et 20 000 francs pour ce simple reportage. Daniel Buren, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des artistes français les plus connus dans le monde. Vous avez réalisé ce qu'on a appelé les fameuses colonnes de Buren dans la cour d'honneur du Palais Royal. Je crois d'ailleurs que le titre original de cette pièce s'appelle Les Deux Plateaux. Une œuvre qui avait à l'époque été très décriée par certains. Un chantier énorme qui a coûté, je crois, 9 millions de francs environ. Vous, l'artiste, vous avez touché combien? Moi, j'ai touché exactement 150 000 francs qui ont été nettement amoindris par le fait que l'architecte qui m'assistait, Patrick Bouchin, et moi-même avons dû payer beaucoup de choses inhérentes aux polémiques, à savoir des avocats, des gardiennages, parce que le soir, le chantier était attaqué, etc. Et c'est vous qui les payez? Voilà, on a dû protéger parce que ce n'était pas toujours fait par les responsables, et ça nous a coûté entre 250 et 300 000 francs. 150 000 francs, ce que vous avez touché, c'est beaucoup en soi, évidemment, c'est même beaucoup, mais ça paraît très peu pour le prix de l'œuvre comparé au coût total du chantier, 9 millions de francs, ça paraît peu. Je pense que c'était même à l'époque assez peu, mais c'était la chose que j'avais demandée, qui correspond à peu près à une œuvre que je pouvais vendre à la même époque. C'était votre première œuvre. C'était très peu. C'était votre première œuvre connue, enfin, cette œuvre vous a permis d'accéder à la notoriété. J'imagine qu'aujourd'hui vous demandez beaucoup plus. Bon, ça n'a pas beaucoup changé à ce niveau-là, mais je me suis rendu compte de ce que ça représentait comme travail que de faire une chose de cet ordre. Et donc, je demande un pourcentage sur le prix des travaux, etc., qui n'est pas d'ailleurs tout à fait comme celui des architectes, qui est quand même un peu plus important. Aujourd'hui, quel est votre prix? Une chose qui est très importante, donc qui est assez peu comparable, mais qui est la place des terreaux à Lyon, qui vient d'être terminée et qui est au public aujourd'hui, et qui est un grand chantier qui a coûté 24 millions de francs. J'ai eu 900 000 francs d'honoraires. Alors on a vu dans le reportage que ces œuvres étaient parfois reproduites. Paye avec sa pyramide touche à peu près 200 000 francs par an. Vos œuvres le sont également? Vous touchez à peu près le même ordre de prix? C'est beaucoup plus petit, et surtout, comme j'empêche à peu près que l'on reproduise n'importe quoi vis-à-vis de ce travail, ça limite un tout petit peu les possibilités de reproduction, etc. Mais enfin, les cartes postales, les choses comme ça sont tout à fait admises. Bien sûr. Ça vous rapporte combien, ça? Les seules cartes postales qui ont été faites avec Flammarion, et ça a été une somme de départ qui a été faite il y a déjà 8 ans, et je pense que j'ai dû avoir autour de 5 000 francs, ou à peu près, je ne me souviens plus du prix exactement. Vous n'accepteriez pas aujourd'hui qu'on fasse des cendriers, des t-shirts, des assiettes avec les colonnes de Buren, par exemple? Non, ce qu'on appelle les produits dérivés? Non, a priori, je vous répondrai tout de suite non, et j'essaye justement d'empêcher une telle chose. Je me laisse le droit de peut-être moi-même faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais qui pourrait se faire. En revanche, c'est une œuvre publique. Donc si l'on demande de faire une publicité, etc., ce n'est pas un non systématique, mais je pense que ça dépend un petit peu de la publicité, de la maquette qui va s'en servir, du type de publicité.
Et à ce moment-là, généralement, je dis oui. Alors, on ne sait pas toujours ce qui peut arriver, hein, parce que il y a parfois des héritages comme ça et des descendants qui manœuvrent de manière différente. C'est le cas, par exemple, pour Picasso, le peintre espagnol Pablo Picasso, qui est mort en 1973, qui a laissé un héritage absolument colossal, l'un des plus faramineux du siècle. Et au-delà de cet héritage, certains de ses descendants ont souhaité commercialiser des produits dérivés, un marché qui explose. L'année dernière, dans les boutiques de musées, ce marché a augmenté de 13% et dans les ventes par correspondance de 48%. Alors, combien rapporte-t-il aux descendants de Picasso? Comment les enfants et les petits-enfants du peintre espagnol contrôlent-ils tout ce qui arrive sur le marché? Il faut le contrôler parce que parfois il y a des produits clandestins qui arrivent aussi en violation totale du droit d'auteur. Reportage, enquête à New York de Guy Lagache et de Marc Carmirian. Il est mort à 92 ans. Il a peint près de 2000 toiles. Elles sont toutes répertoriées ici, dans ces 9 volumes, classées méthodiquement par ordre chronologique. Et ce n'est qu'une partie de l'œuvre du maître. Avec les sculptures, dessins, gravures et céramiques, en tout, Pablo Picasso laisse près de 100 000 œuvres, l'héritage du siècle. Pour la répartition des œuvres, il a fallu d'abord finir l'inventaire complètement. Un travail de titan pour Pierre Zécry, l'administrateur judiciaire. Un inventaire qui a duré 6 ans. Période par période, toutes les toiles sont estimées, archivées. L'inventaire décrit précisément chaque tableau. Au total, l'œuvre complète de Pablo Picasso est évaluée à l'époque en 1977 à 1,3 milliard de francs après paiement des droits de succession. Aujourd'hui, en 1996, ce patrimoine vaut 4 milliards de francs. Il y avait 6 héritiers, ou plutôt 6 adversaires pour une vraie bataille. Il y avait obligatoirement des divergences, et chaque fois que cela pouvait se produire, on créait un incident. Quel genre? Un incident de valeur, de quantité, de quota, un rien. L'œuvre de Picasso est finalement répartie en 10 parts égales qui seront tirées au sort. Pour les attribuer, il faudra des mois de négociations entre les membres de la famille. Une famille bien compliquée, car Pablo Picasso a eu 2 épouses légitimes et 2 compagnes. Jacqueline Roch, la seule femme légitime encore vivante à la mort du peintre, obtient 3 parts sur les 10 à répartir. Pour 3 enfants adultérins, Maya, Claude et Paloma, 1 part chacun. Enfin, Marina et Bernard, les 2 petits-enfants légitimes, obtiennent 2 parts chacun. On croyait tout réglé, tout ne fait que commencer. Car aussitôt après le partage, Marina signe un contrat de 50 millions de francs avec une société américaine. Elle vend les droits de reproduction, des toiles, d'une partie de son héritage. Le business Picasso a démarré. Principale bénéficiaire de l'opération, Marilyn Goldberg. C'est sa société MBI qui détient les droits de reproduction de la collection Marina Picasso. Depuis 16 ans, cette femme d'affaires décline du Picasso sous toutes ses formes. Un métier qui rapporte, son chiffre d'affaires, près de 50 millions de francs par an, des bénéfices estimés à 8 millions, un business qu'elle exerce sans état d'âme. Pour réussir dans ce business, il y a des questions essentielles à se poser. Comment inventer de nouveaux produits, comment les développer, comment les vendre, et surtout, comment présenter des produits sur lesquels on va gagner beaucoup d'argent. Et pour faire fortune, elle s'est autorisée pendant des années toutes les fantaisies. Des œuvres déformées, morcelées, les couleurs transformées, les toiles sont déclinées sur toutes sortes de produits. Dans la plupart des cas, l'intégrité de l'œuvre n'est pas respectée. L'œuvre originale avait environ 35 couleurs. Mais là, il n'y a que 12 couleurs. On a dû réduire et encore réduire pour y arriver. Mais c'est normal, nous, on a des impératifs de production. Ça, c'est un mouchoir qui se vend 25 $. On ne peut quand même pas dépenser 45 $ pour le fabriquer. Devant l'ampleur des dégâts, la famille Picasso s'organise.
En 89, les héritiers décident de confier la gestion de leurs intérêts à Claude, le fils de l'artiste. Pour défendre le patrimoine, une société, la Picasso Administration. Claude vient de la créer. Son objectif, contrôler l'utilisation de la marque Picasso et traquer toute forme de piratage à travers le monde. Toute reproduction signée Picasso doit être présentée à Claude et recevoir son approbation avant commercialisation. C'est l'application du droit moral de l'artiste. Apparemment, ça vient d'Allemagne, d'une boîte qui avait fait des choses sans en être autorisée, sans y être autorisée, et qui, vraisemblablement, maintenant, soumet des prototypes pour voir si on les autoriserait à faire des trucs comme ça. Hein? Hein? Là, on a un pot de fleurs. Oui, c'est un pot de fleurs. Hein? Il n'est pas dit qu'on autorise quoi que ce soit de tout ça qui est là-dedans. Hein? Mais eux, ils font leur présentation, sont obligés de faire une présentation avec des prototypes, enfin, ou des maquettes, ou des trucs comme ça. Il a ses bureaux place Vendôme, mais il va aussi sur le terrain. Pour débusquer les pirates, Claude Picasso lui-même mène l'enquête. Rien n'est laissé au hasard. Le marché illicite du business Picasso est immense. Il est estimé à plus de 500 millions de francs. Les produits se vendent pignon sur rue. Ils inondent les grands magasins. Ici, toute une collection de tapis non autorisés. Il y a bien marqué Picasso, mais aussi MBI, le nom de la société de Marilyn Goldberg. C'est embêtant, mais ce qui est plus embêtant, c'est que la qualité de ces tapis est absolument ignoble. Pourquoi? Ça ne ressemble plus aux œuvres. Les couleurs sont changées, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est très très vague. Par exemple, dans cette peinture, en principe, il n'y a absolument pas de rose ni de bleu. Absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, en plus, ces gens-là nous avaient demandé la permission de faire des tapis qu'on leur a refusé parce qu'on a vu la qualité de leur travail, on a refusé de travailler avec eux. Comme on a refusé de travailler avec eux, ils ont su comment se mettre en contact avec Marilyn Goldberg, qui leur a donné le droit. Alors ça, c'est complètement insensé, on était fous de rage. Pour traquer les pirates, Claude Picasso a mis en place un réseau dans le monde entier. Aux États-Unis, outre Marilyn Goldberg, des dizaines de sociétés affirment détenir des droits de reproduction de Picasso. Pour nettoyer la place, une arme redoutable, les avocats. Ce cabinet défend les intérêts des héritiers d'artistes prestigieux comme Jimi Hendrix, Miles Davis ou John Lennon. Leurs honoraires sont exorbitants, 5 millions de francs pour la famille Picasso depuis 2 ans. Ici, c'est le travail d'investigation qui prime. On recherche même sur Internet tous ceux qui vendent de la reproduction de Picasso. Tiens, ici, il y a quelqu'un d'intéressant. Cette personne utilise la signature et des reproductions de Picasso. Il est peut-être autorisé, peut-être pas. Voici un dessin. C'est une lithographie d'un dessin fait en 1951. Et cette personne la vend 1750 $. Il ne donne pas son nom. Il ne donne pas son adresse. Donc je vais utiliser mes dons de détective pour savoir qui c'est. D'abord, je vais taper son adresse électronique. Eh bien voilà, dans la vie, son vrai nom, c'est Christopher. Je vais maintenant transmettre cette information aux avocats concernés et ils demanderont à monsieur où il s'est procuré les droits de reproduction des œuvres de Picasso. Et on espère qu'il est en règle. Et s'il ne l'est pas, on ne le jettera pas en prison, mais on lui fera comprendre que la famille Picasso a fixé des règles et qu'il faut les suivre. De véritables détectives privés, ces avocats. Exemple, Victor Rivera, qui en parcourant les rues de New York a trouvé un minuscule restaurant espagnol. Il utilise abusivement la signature Picasso. L'utilisation de la signature Picasso
Et l'utilisation de son œuvre semble montrer qu'il y aurait un lien avec la famille, que les héritiers Picasso sont au courant de l'existence de ce restaurant et qu'ils autorisent l'utilisation de la signature et des œuvres d'art. Et en fait, tout ça est faux. Mais le restaurateur, lui, ne comprend pas cet acharnement. How many Picassos around the world? You gotta work a lot to go around the world a lot of Picassos. So, what is your name? Lagache. If they put a Lagache, you're gonna go around the world and say, hey, you gotta take my name away? Huh? You're gonna say, no, my name is Lagache. You cannot put my name in the restaurant or in the business. Huh? Et pourtant, ce restaurateur va être poursuivi. Les juristes sont intraitables. Ils l'ont prouvé avec Marilyn Goldberg. Après 3 ans de procédure, la famille Picasso a obtenu gain de cause l'été dernier. Marilyn Goldberg est autorisée à poursuivre son activité, mais elle doit désormais, comme les autres, demander une autorisation avant le lancement de tout nouveau produit. Madame Goldberg a souvent fabriqué des produits sans autorisation préalable de la famille. Et nous, notre rôle a été de la stopper. Et est-ce que ça vous demande beaucoup de travail et d'effort pour ça? Oui, je crois qu'il faut toujours la recadrer pour qu'elle respecte bien les termes du contrat. Comment vous l'expliquez? Ça, c'est sa personnalité. Aujourd'hui, Marilyn Goldberg doit respecter les règles. Mais elle tente en permanence d'en repousser les limites. Nécessité commerciale oblige. Ici, elle travaille à partir d'un croquis de Picasso sur le design d'un futur service à thé. Un exercice difficile. Là, je reprends des boucles de cheveux de la peinture originale parce qu'ils sont ondulés. Et je pense que ça pourrait faire un très joli contour, un joli cadre pour mon produit. Mais n'avez-vous pas peur que la famille Picasso vous dise que vous déformez l'œuvre originale? Si, absolument. Maintenant, dans le cadre de l'accord que nous venons de passer avec les Picasso, je devrais proposer un autre design que la famille puisse accepter. Il se peut alors que je leur soumette un bord beaucoup plus simple, comme celui-ci qui ne déformera pas l'œuvre. Maintenant, à savoir si ça se vendra aussi bien que nos anciens produits, c'est trop tôt pour le dire. Marilyn Goldberg est présente sur tous les fronts, même à Paris. Une petite multinationale. Une trentaine d'employés développent ses projets dans le monde entier. Ces 2 agents européens sont venus spécialement au salon du merchandising de l'art. Les voilà sur le stand d'un éditeur de cartes postales. L'an dernier, ils lui ont envoyé des diapositives pour reproduire des œuvres de Picasso. Ils viennent aux nouvelles et espèrent conclure le contrat. Ah oui, là je crois qu'on a un petit problème là. Vous avez des diapositives des œuvres de Picasso, n'est-ce pas? Oui, oui. Eh bien, je trouve que la qualité des diapositives est très mauvaise. Mais qu'est-ce que vous voulez comme qualité? C'est la taille des diapos qui ne va pas? Non, c'est pas une question de taille. Il s'agit de cartes postales. Non, ce qui ne va pas, ce sont les formes. Les couleurs sont abîmées. C'est très mauvaise qualité. Ici, les méthodes de Marilyn Goldberg ne paieront pas. Mais n'allez pas croire que la famille Picasso déteste le commerce. Bien au contraire. Claude est passé maître dans l'art de signer des licences. La représentante d'une société espagnole vient présenter une nouvelle gamme de produits. Mais Claude est difficile à convaincre, car pour lui, la priorité des priorités, respecter l'œuvre. En général, on fait pas ça. On fait pas ça, normalement. Ça donnerait ça. Non, mais c'est vrai que c'est assez drôle comme ça, mais seulement, on n'a jamais fait ça. Et ça, c'est pas désagréable du tout. Il préfère finalement ses ébauches. Pour ces 5 modèles de cravates, la Picasso Administration percevra 14% de royalties. Distribuées à 100 000 exemplaires, elles seront vendues 150 francs pièce au prix de gros. La famille touchera donc 2 millions de francs. On va devenir un peu des commerçants, quoi, pour dire. Mais donc avoir une action beaucoup plus agressive et à la recherche des interlocuteurs. Vous voulez rentrer dans le Picasso business, quoi.
Oui, un peu notre Picasso business. Enfin, on va faire on va en faire une affaire, oui. Il faut, oui, pourquoi pas le dire, oui, c'est exactement ça. C'est clair, le business a rattrapé la famille. Paloma, la sœur de Claude, avait montré la voie. Un parfum, mais sans aucune référence aux œuvres de son père. On ne pouvait tout de même pas l'interdire. Picasso, après tout, c'est son nom. Paloma Picasso. Avec nous sur le plateau de Capital ce soir, Stéphane Collaro, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un grand collectionneur d'art, c'est ce que j'ai appris en préparant cette émission. Modeste collectionneur. On va voir chez vous, il y a des œuvres magnifiques. Vous avez même un Picasso, je crois. Un dessin. Un dessin de Picasso. Un petit dessin. Un petit dessin de Picasso. Oui. Petit dessin, parce que là, moi, vous m'avez montré des cravates Picasso, des costumes Picasso. Là, franchement, là, moi, vous voyez, je vais chez mon ami Echter ou chez d'autres. Ouais. Mais vous préférez les dessins? Non, c'est pas ça. C'est que si j'achetais une œuvre de Picasso, par exemple, je serais très très content, par exemple, d'avoir une toute petite carte postale avec la signature de Picasso, qui coûte pas grand-chose. Mais une cravate Picasso, ça m'intéresserait pas. Mais néanmoins, je trouve intéressant de vulgariser l'art contemporain, c'est-à-dire de le rendre plus populaire. Alors si ça peut aider à le rendre accessible au grand public, oui, parce que je suis pas contre la démarche. Oui, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas s'acheter de dessin et qui peuvent effectivement être heureux de l'avoir d'une autre façon. On va regarder chez vous, vous avez la gentillesse de nous ouvrir vos portes. C'est assez étonnant, assez exceptionnel comme collection. L'entrée de la maison, directement au rez-de-chaussée, de la rue, nous arrivons dans le rez-de-chaussée, une véritable collection. On est accueillis dans le salon par Liz Taylor, peinte par Andy Warhol. Il y a également un Dubuffet, ces deux toiles coûtent chacune plusieurs millions de francs. Toujours dans votre salon, avec une autre vue, au pied de l'escalier qui mène aux étages, une compression de César et puis un clin à droite. Là, je crois que nous sommes près de la cuisine, au pied du palmier, il y a un combas. Et puis à l'autre bout de l'appartement, dans le bar salle à manger, une profusion de dessins. Avec entre autres, de jolis dessins, avec entre autres, au-dessus de la table de la salle à manger, le Picasso dont on parlait à l'instant, ce dessin de Picasso. Il y a Christo aussi, un croquis original des colonnes de Buren, Daniel Buren, qui était notre précédente invité. J'imagine que vous êtes bien assuré. Oui. Enfin, je vous le souhaite. On est obligé. Ouais. Comment vous êtes-vous constitué cette collection? Ça, je vous raconterai tout à l'heure, parce que c'est arrivé tout à fait par hasard. Mais évidemment, vous avez parlé d'argent. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis toujours un petit peu... Vous êtes plus intéressé par l'argent, finalement, que moi. Parce que je suis assez désintéressé. Disons que c'est une émission. C'est le but de l'émission. Oui, c'est l'émission. L'émission s'intéresse à comprendre. Considérez-moi vraiment comme un gagnant du loto. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la télé, je ne sais pas pourquoi, on faisait tous notre métier avec un tas de copains, on était passionnés par notre boulot. Et c'est arrivé malgré nous. Berlusconi est arrivé, ça a commencé à flamber. Bouygues est arrivé à racheter la une, la télé a été privatisée, on nous a courtisé à coups de millions. Et je dirais que, oui, bien sûr, à coups de millions, et même plus que des millions. Et tout à coup, on s'est retrouvé riche. Des vrais millions. Des vrais millions. On s'est retrouvé riche sans s'y attendre le moins du monde, très très exactement comme si on avait acheté un ticket du loto, et comme le type qui s'y attend pas et qui arrive avec son billet gagnant. Et je pense que là, on peut dépenser son argent de plusieurs manières différentes. Moi, j'ai choisi l'art, j'ai choisi l'art contemporain. Je ne le regrette pas. Et je pense que j'ai peut-être mieux utilisé cet argent, en tout cas dans l'art contemporain, que si, par exemple, j'avais voulu flamber à la bourse ou vous acheter des belles voitures. Ou m'acheter des belles voitures, ou commencer à jouer les coqs. Bon, alors, on va voir plus tard les soubresauts du marché de l'art contemporain, c'était incroyable. C'est pas terrible. Non, mais il y a eu des histoires incroyables. J'ai gagné au loto, mais mon gain est maintenant beaucoup minoré. Bon, alors, non, mais ce marché réserve des surprises parfois étonnantes. Mais déjà, pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir des œuvres originales, il y a quelque chose de tout à fait surprenant, ce sont les copies. Vous pouvez, comme ça, pour 4 000 francs, vous acheter un Van Gogh. Regardez, c'est un reportage de Thierry Ornay. La place Vendôme, un des grands quartiers du luxe à Paris. Il y a ici tout ce que la capitale compte de joailliers, il y a les grands hôtels, et il y a aussi la galerie Muséum Collection. Dans cette galerie, on vend des tableaux de maîtres. Il y a toujours un Gauguin ou un Modigliani en vitrine. Ce ne sont pas des originaux, ce sont des copies, mais des copies de luxe. Si on s'est installé dans ce quartier, c'est parce qu'on pensait que la clientèle qui allait être la nôtre est une clientèle qui fréquentait les palaces, de gens qui ont un gros pouvoir d'achat, que nos produits sont des produits de luxe. Les tableaux que vous avez un petit peu autour de vous, derrière moi, ça c'est une copie de Canaletto qui m'a demandé à peu près 6 mois de travail. Donc on est obligé de vendre assez cher et les gens qui peuvent l'acheter ont besoin d'avoir un pouvoir d'achat élevé. 6 mois de travail. J'ai 6 mois de travail. 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 6 mois de
Il faut vraiment passer des heures et des heures pour arriver à retrouver tous les moindres détails et que la copie soit absolument parfaite et corresponde à l'original. Ce qui fait que vous allez le vendre combien, ce tableau-là, par exemple? Celui-là, on le vend 50 000 francs. Tel qu'il est là. Il est déjà vendu? Il est vendu, oui. Celui-là est vendu, oui. Le prix dépend de la taille et de la complexité de l'œuvre. Par exemple, comptez un peu plus de 18 000 francs pour ce Van Gogh. L'original vaut plusieurs millions. Ce bouquet du peintre hollandais du XVIIIe siècle, Vandel, vous coûtera environ 40 000 francs. La galerie fait de bonnes affaires puisqu'elle garde pour elle la moitié du prix de vente. La fabrication de ce Klimt a coûté 10 000 francs, il sera vendu 20 000. Par souci de rentabilité, on va d'ailleurs chercher la main-d'œuvre, c'est-à-dire les copistes, là où ils sont le moins chers. On en a fait faire un peu dans plusieurs pays. Les pays où on a le meilleur, enfin, on a pour nous, ce qui parle de meilleur rapport qualité-prix, entre guillemets, c'est pas très joli, mais c'est quand même les pays de l'Est pour l'instant. Les pays de l'Est. Les tableaux sont copiés en Russie ou en Pologne. Ensuite, ils sont livrés dans ce hangar de la banlieue parisienne, loué par la galerie. Un peintre lui-même d'origine polonaise est chargé de les réceptionner et de corriger les petits défauts. Malgré le coût du transport, le prix de revient d'un tableau peint en Europe de l'Est reste très intéressant. Par exemple, ça, on peut dire 6-7 000 francs. Je pense en France, il faut payer un minimum à 2 fois plus cher. 2 fois plus cher? Oh, minimum, j'ai dit minimum, c'est souvent 3 fois ou 4 fois. 3 à 4 fois plus cher, la copie française est-elle donc condamnée, faute de compétitivité? Il faut aller à Bourg-les-Valences, dans la Drôme, pour trouver un des rares copistes français qui vivent bien de son travail. Alain Martouré copie les grands maîtres dans son garage depuis 10 ans, mais il a presque 30 ans d'expérience. Mon passé, il est simple, c'est un petit paysan qui est un peu surdoué. Je suis un premier ouvrier de France en gravure, j'ai fait boule, j'ai des dons. Et puis je me retrouve dans une ville qui est Paris. Mais à un moment donné, je décide de rentrer dans la marginalité. Dans cette marginalité, il y a des gens qui vont me demander de mettre à profit les dons que j'ai, qui sont des dons de faussaires, quoi. Pendant plusieurs années, Alain Martouré a travaillé pour cet homme, Fernand Legros, un escroc du milieu lyonnais des années 60. Pour lui, il a peint des faux, vendus plusieurs dizaines de milliers de dollars à de naïfs milliardaires américains. À cause de lui, il a passé 5 années de sa vie en prison. Aujourd'hui, Alain Martouré ne fait plus du faux, il fait de la copie. Toutes ses reproductions sont marquées « copie conforme ». Elles sont accompagnées d'un certificat d'authenticité. Aujourd'hui, Alain a même un assistant qui lui recopie les grandes lignes du dessin en projetant sur la toile une diapositive. Résultat, Alain Martouré bat des records de rapidité. C'est fonction du peintre. S'il a mis 4 heures pour faire une copie, je mets 4 heures. S'il a mis 2 heures, je mets 2 heures. S'il a mis 1 heure, je mets 1 heure. S'il a mis 15 jours, je mets 15 jours. Vous peignez dans le même temps que l'original? Exactement le même temps. Et pourquoi? Parce que la qualité de la copie en dépend. Là, tout le monde n'est pas d'accord. C'est vrai, pour copier ce Van Gogh, Alain Martouré a mis seulement 4 heures. Mais dans la galerie de la place Vendôme, on a justement une copie du même tableau. Elle a demandé 1 mois de travail. Alors 4 heures, on trouve ça un peu rapide. Ça me semble extraordinaire, oui. Extraordinaire, je ne sais pas. Il a peut-être c'est un don du ciel ou... Enfin, ça ne peut pas être une copie parfaite comme nous prétendons la faire. Ça doit être sûrement autre chose. C'est peut-être très intéressant, mais nous, on ne peut pas la faire en une matinée. Ça, non. Est-ce que ce ne serait pas plus simple pour vous et plus facile de faire quelque chose de ressemblant en prenant tout votre temps? Je suis pas malhonnête. C'est-à-dire? Mais j'ai pas le droit de tromper les gens. Puis les gens qui aiment la peinture, par exemple les gens qui étaient là tout à l'heure, si je leur file un Van Gogh fait en 8 heures au lieu de fait en 3 heures, je veux dire, ils vont me dire, attends, c'est pas un Van Gogh fait par Alain. Mais le but de la copie, c'est pas de ressembler le plus possible à l'original? C'est de restituer les mêmes émotions. Et c'est pas une image, sinon on fait de la photo. 4 heures pour un Van Gogh ou un Gauguin, 1 semaine pour un Vermeer ou un Botticelli. À ce rythme, Alain Martouré peint en moyenne 400 copies par an. Faites des pauses régulières comme ça? J'arrête de temps en temps. Il a dû le faire pareil, il a dû faire... Parce que là, c'est plus la même palette après. Je veux dire, ça, c'est une autre technique. On va changer de pinceau, on va changer de palette, on va changer... Donc, il a dû s'arrêter. Donc, vous vous arrêtez aussi? Et je m'arrête aussi. Vous prenez pas un petit peu pour Van Gogh, des fois? Non, parce que ça me fait chier, quoi. Je voudrais pas la fin. Mais que l'on dise de moi qu'effectivement, j'ai une qualité de peinture identique, ça me dérangera pas. Mais il faut du temps encore. Lui, il est rentré dans l'histoire assez tôt, sans le savoir. Moi, je vais pas tarder à y rentrer, mais bon, pour l'instant...
Pour l'instant, c'est 1 mètre, donc je le regarde. Puis je prends des leçons. En attendant d'entrer dans l'histoire, l'œuvre d'Alain Martouré est déjà entrée dans les entreprises. Nous voici chez LPG, une société qui fabrique du matériel médical anticellulite. Pour LPG, notre copiste a peint des Gauguin et des Modigliani, qu'il a toutefois légèrement adaptés. Si Gauguin, par exemple, avait connu le produit que fait cette société, il aurait peut-être travaillé comme ça sur ce produit dans le cadre d'une communication, parce que Gauguin faisait de la pub quand même, il faut le savoir. À l'époque, déjà, il faisait comme Mouchat, après, comme... C'était des porteurs, les peintres étaient porteurs de choses, quoi. Les Bretonnes de Gauguin qui sont ici, voilà, l'interprétation que j'ai faite, la manière de Gauguin aurait pu faire ce portrait, quoi. Valeur totale de la commande de cette entreprise, pas loin de 150 000 francs. Mais l'essentiel de la clientèle est constitué de particuliers. Voici Hervé et Patrick Valentin. Ils sont venus de Sainte-Maxime, à 3 heures de route, pour chercher leur commande. C'est pas pour faire une collection, c'est le plaisir de pouvoir rentrer dans le tableau, en dehors des livres. Bon, quand on regarde un livre, on voit pas le coup de pinceau, on voit pas les vraies couleurs, on voit rien. On a une image, une idée de ce que c'est, mais on voit pas vraiment le tableau. C'est Alain qui fait le prix. Moi, je dis que ça n'a pas de prix, un tableau. Oui, mais vous le payez un certain prix. Je le paye un prix, mais c'est... Combien? Celui-là, je peux pas vous dire, je sais pas. C'est Alain qui me le dira. Je sais pas combien je vais lui faire payer, mais je peux dire que c'est à la portée d'un ouvrier gagnant le SMIC et ayant fait des économies dans l'année. Bon, on peut donner une fourchette quand même. Une fourchette, c'est de 2 à 15 000 maximum, la copie. Attends. Il me faut des baguettes, là. Admettons qu'Alain me le vende 3 ou 4 000 francs. Admettons, 10 tableaux, ça fait 40 000 francs. C'est même pas le prix d'une voiture. Qui n'a pas acheté une voiture à 40 000 francs? C'est juste un choix. Pour Alain Martouré aussi, les comptes sont vite faits. La toile, le cadre et la peinture lui reviennent environ 1200 francs par tableau. D'ailleurs, la toile, c'est souvent de la récupération de sacs postales. En vendant son tableau 5 000 francs, le copiste gagnera donc 3 000 francs nets dessus. Vu sa cadence de travail, cela donne un salaire de 100 à 120 000 francs par mois. C'est mieux que Van Gogh, qui avait peint 4 fois ce tableau, sans en vendre un seul. Et vous l'avez copié combien de fois, celui-là? Celui-là, souvent. 5 fois, c'est vrai. Donc je l'ai battu. J'ai fait plus fort que lui. Ah, c'est bon, il est bien. Il sera beau. Ah. Il est même pas mal du tout. Et si les prix bas d'Alain Martouré vous ont alléché, mais que vous désirez une copie très fidèle à l'original, il vous reste la galerie Troubetskoy à Paris. Des reproductions aussi précises que des copies de luxe, mais 4 à 5 fois moins chères. Comment font-ils? Il suffit de jeter un coup d'œil dans les ateliers pour comprendre. En fait, on triche un peu. Grâce à des hectachromes loués au musée, on développe des photographies en couleur à la grandeur désirée. Ensuite, on remet de la peinture par-dessus la photo. On peut nous demander n'importe quoi, mais on nous demande bien la Joconde. On ne la fait pas trop souvent, heureusement. Mais on a toujours un Van Gogh parce qu'on a toujours le client japonais qui va débarquer en disant Van Gogh, Van Gogh, etc. Donc on lui montre Van Gogh et tout, il est très content parce qu'ils viennent pour acheter un truc connu. 8 000 francs pour un grand tableau, 6 000 francs pour un petit, les prix de la galerie attirent les touristes. Ils attirent aussi certains propriétaires de tableaux de valeur. Car la copie c'est bien pratique, cela permet de mettre l'original en sûreté dans un coffre. Ou bien même, pourquoi pas, de le vendre en toute discrétion en cas de petits soucis financiers. Il faut savoir que la plupart des gens qui possèdent un tableau en ont hérité. Et le fait que ce tableau ait une grosse valeur pour eux, ça devient une bonne raison de le vendre pour acheter autre chose. Et souvent, même, je connais certains de mes clients qui ne le disent pas à leur famille, ou à leurs amis, qui ne disent pas qu'ils l'ont vendu. Ils gardent le cadre original pour qu'on remarque le moins possible. Ça m'était arrivé de faire une réplique, oui, parce que j'en ai fait faire un il n'y a pas longtemps. L'année dernière, j'avais fait un... Comment s'appelle-t-il ce peintre Grosmaire. Donc un Grosmaire, ça vaut 600 000 francs, 800 000 francs. C'est un petit peu au-dessus de mes moyens, donc j'ai fait faire... Donc chez moi, j'ai un Grosmaire. La galerie a même découvert un marché très prometteur, Hollywood. Les studios américains de cinéma sont en passe de devenir ses meilleurs clients. On fait des grands films aux États-Unis où les budgets sont importants. Par exemple, on a fait il y a peu de temps, le président et Miss Wade, tous les tableaux de la Maison Blanche pour tous les décors. Ça fait à peu près 85 tableaux. 85 tableaux qui ne font que passer dans le film, mais qui ont représenté une commande de 750 000 francs et 3 mois de travail.
Le cinéma est un marché si prometteur que la galerie vient d'ouvrir une filiale à New York. Stéphane Collaro, vous est-il déjà arrivé d'acheter des copies? Ah non, non, non. Et c'est quand même assez facile. Non, mais ça m'a beaucoup amusé le reportage. Ouais. C'est assez fascinant de voir ces virtuoses qui arrivent à faire des tableaux, parfois de manière assez proche quand même. C'est totalement navrant. Vous sauriez reconnaître, vous, un vrai d'un faux? Ah non, peut-être pas. Là, non. Et d'ailleurs, vous savez que parfois des spécialistes éminents dans le monde mettent des années à reconnaître un vrai d'un faux. Alors je ne vais quand même pas me vanter. Non, c'est pas ça. C'est la démarche qui est navrante. C'est que, bien évidemment, n'importe quel bon élève des beaux-arts est complètement capable de reproduire un tableau ou un dessin. Ah oui. Ben, c'est évident. Hein, s'il est bon et s'il fait partie des élèves doués des beaux-arts, donc vous avez des centaines, des milliers de personnes qui sont capables de copier des tableaux. Mais où est-ce qu'on va? Ça ressemble à rien. Je dirais, il faut s'acheter. Ma fille qui a pas un rond, elle achète des affiches. Elle va dans les musées et elle prend, parmi les artistes qu'elle aime, elle achète une affiche 100 francs, 150 francs. Oui, il y en a qui peuvent aimer aussi avoir ça en tableau. Mais pourquoi franchement, je vais vous faire un Van Gogh, je vais vous faire un Picasso. Non, on n'est pas dans le sérieux, là. C'est plutôt nul. Vous restez avec nous parce que ce marché nous réserve des surprises assez incroyables. La suite de cette émission dans un instant, après une page de pub. À tout de suite. Les coulisses d'une vente aux enchères où les prix flambent sur un simple hochement de tête. Fortune et infortune dans l'art contemporain, qui décide de la cote d'un artiste? C'est un grand rituel du marché de l'art, les ventes aux enchères. Quelles sont les recettes d'une vente réussie? Comment, sur un simple hochement de tête, les plus grandes fortunes se battent-elles pour emporter en quelques secondes des pièces adjugées à plusieurs millions de francs? Bruno de la Palme et Pascal Vasselin ont suivi 3 grandes ventes. C'était la même opération, orchestrée par l'un des hommes les plus influents du marché de l'art parisien. Six camions anonymes à 5 h du matin dans les rues de Paris. 6 camions qui valent de l'or. Ils sont bourrés d'œuvres d'art, valeur du chargement 50 millions de francs. Les déménageurs sont les commissionnaires, ils assurent le transport de toutes les ventes d'art à Paris. Ils viennent tous de la même région. De Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice? Oui. Bon en Chablais. Et les autres? On est tous originaires soit de Savoie ou de Haute-Savoie, tout simplement. Et pourquoi? C'est une tradition. Plus qu'une tradition, un monopole de fait hérité du privilège accordé par Napoléon III en 1860 lors du rattachement de la Savoie à la France. Entre leurs mains expertes passent des trésors. Dans les salons du Georges V, on emménage la salle où seront exposés les objets avant les ventes aux enchères. Coût total de l'organisation, 7 millions de francs. Le maître des cérémonies, c'est lui, Jacques Tajan, le plus gros commissaire-priseur de Paris. Son métier, servir d'intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs. Chaque année, il vend pour 350 millions de francs d'objets d'art. Au liqueur. Il est le seul à organiser des enchères dans un grand hôtel parisien, en dehors des habituelles salles des ventes de Drouot. Son pari, créer un véritable événement. En 2 jours, 4 ventes vont se succéder. Il y a un nombre considérable d'objets, de tableaux millionnaires qui vont se suivre. Alors si on prend là un peu l'ordre du catalogue, on s'aperçoit, bon, il y a un Monet qui va faire 5, 6, 7, peut-être 8 millions. Puis on enchaîne derrière avec un Vuillard qui va faire 1,5 million à 2 millions. Et puis on suit avec un Marquet qui va faire 1,5 million à 2 millions aussi. Il n'y a que des grandes pièces dans cette vente. 2000 objets seront vendus, tableaux, meubles et bijoux, montant espéré entre 50 et 70 millions de francs. Et certains meubles sont même restaurés sur place. C'est embêtant, ça déprécie le meuble? Non, je pense pas, parce qu'après un bon collage, on n'y verra plus rien, si vous voulez. Ça se voit pas? Normalement, non, ça ne le verra pas. Bien présenter les œuvres, c'est important, mais c'est aussi très important pour Maître Tajan que l'on sache que c'est lui qui organise. Ça fait tout à fait bricolage. Ça fait complètement bricolage. Et pourquoi on ne le cloue pas? Pourquoi on ne met pas 2 gros clous sur le tchac, là? C'est comme au théâtre. On
prépare les décors, on fait la mise en scène, on place les meubles sur la scène, on prévoit tout ça, c'est une pièce de théâtre. Seulement c'est une pièce de théâtre où on joue toujours une première qui est une dernière. Donc il ne faut pas rater. Ah, regardez. Et surtout pas l'avant-droit. Vous voyez mon idée du clou? Voilà, c'était le clou de la fête. Car une fête, c'en est une pour les amateurs d'art. Certains objets n'ont pas été vus en public depuis plus de 30 ans et aussitôt après la vente, ils retourneront dans l'anonymat des collections privées. Une aubaine pour les passionnés. Quant aux acheteurs, ils peuvent examiner eux-mêmes les tableaux. Dans la dénomination du catalogue, on ne précise pas l'état dans lequel se trouve le tableau. Pas toujours. Non, on ne précise jamais. Je veux dire, s'il est en très mauvais état, on précise qu'il est en très mauvais état. S'il est dans un état normal avec quelques petites restaurations, on laisse l'acheteur en faire son affaire et regarder ce qu'il doit restaurer ou pas. Donc moi, je regarde pour voir la quantité, la qualité de la restauration qui sera nécessaire. André Passiti, un des experts de la vente, va revérifier pour un client l'authenticité d'un marquet. Son arme, une lampe à ultraviolet, la lampe de Wood. Vous voyez que là, ça n'est absolument pas violet. Si la signature était fausse, elle serait violette. Et pourquoi? Parce qu'il y a une fluorescence violette sur les pigments jaunes. Et tous les tableaux ont été passés de ce catalogue, ont été passés un par un. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que l'œil, quelquefois, voit. Mais pour le préciser, pour préciser ce que voit l'œil, la lampe de Wood est indispensable. L'exposition sert à attirer les acheteurs. Ainsi, ces tableaux, Jacques Tajan les a déjà exposés à New York il y a 3 mois. Il est à l'affût des grands collectionneurs étrangers et des riches français. Justement, voici l'épouse du banquier Michel David Veil, l'une des plus grosses fortunes de France, à qui il va servir de guide. Ça c'est une chose extraordinaire. Est-ce qu'Éric Turquin est par là, s'il vous plaît? Mes collaborateurs qui sont ici sont tous très attentifs quand on voit un gros acheteur arriver ou un acheteur important. Ils le surveillent. On voit que le monsieur regarde tel tableau, et puis qu'il vient le regarder encore, et puis il s'en va, et puis il revient avec sa femme, et il se remet devant ce tableau. Puis, au bout de la 3e fois, il dit « Est-ce que je peux avoir une place pour cette vacation ?» Alors moi, mes collaborateurs qui ont observé le manège me disent « Attention, vous le regarderez, monsieur un tel est intéressé par le numéro 35 de la vente, ou dans le 40, et vous le regardez. » Donc, sur mon catalogue, je note que monsieur un tel est susceptible de mettre des enchères sur ce numéro. Dans la première des ventes, il y a une particularité. À côté des grands maîtres, il y a un faux Vermeer. Un élément qui permet à Jacques Tajan de médiatiser ses ventes. Les télévisions et la presse écrite ne parlent que de ça. Un faux Vermeer célèbre peint dans les années 30 par un Hollandais, Van Meegeren. Le tableau est estimé à 200 000 francs. C'est pas un peu absurde de payer ça 200 000 francs? Ah non, c'est tout de même intéressant. Vous imaginez que vous avez en face de vous, devant vous un tableau qui a été le tableau le plus cher du monde à son époque, qui véhicule une histoire passionnante. Et puis en dessous, il y a un authentique tableau du XVIIe dont nous avons des photographies, qui est un tableau de Hondius que Hans van Meegeren avait acheté pour le recouvrir. Mardi 20h30, la salle est comble. La pièce va pouvoir commencer. Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer la vente dans les conditions qui sont indiquées au catalogue. En tout, 120 tableaux anciens doivent être vendus. Les enchères commencent lentement. Surprise, l'arrivée du lever de Fragonard fait grimper la cote. Oui, 4 500 000. 4 600 000, oui. 4 800 000. En moins d'une minute, le tableau vaut déjà 5 fois plus cher et ça continue. 5 300 000. Personne ne l'a remarqué. Pourtant, c'est cet homme qui bavarde avec son voisin pour donner le change qui enchérit. Il représente un gros collectionneur américain. L'autre enchérisseur est au téléphone, en direct des États-Unis. Oui. Un simple hochement de tête suffit. À chaque signe, on monte de 200 000 francs. 7 800 000. 8 000. 8 200 000. Pas derrière. À 8 200 000, je juge.
adjugé 8 millions de dollars. C'était presque un rictus que j'interprétais comme une enchère. Et je vous l'avoue, à un moment donné, je me disais, mais est-ce que ça n'est vraiment une? Il nous faisait quoi? Alors, rien. Il me regardait, c'est la transmission de pensée, vous savez. Il me regardait de telle manière que je me disais, il en veut. Du coup, la vedette de la vente, le faux Vermeer, aura été quelque peu éclipsé. Ce tableau fera tout de même un prix supérieur aux prévisions, 350 000 francs. Il aura fait un heureux le conservateur du musée de Rotterdam, qui collectionne les œuvres du célèbre faussaire hollandais. Vous avez un grand sourire. Moi, je suis très content parce qu'il revient en Hollande. Jacques Tajan a le sourire, ce n'est pas que de circonstance, car derrière, on fait les comptes. La recette de la soirée? La recette, oui. Il y en a beaucoup? Il y en a quelques-uns, c'est quand même des beaux petits chèques. Et celui du Fragonard, il sera payé, non, il n'est pas rempli, il sera payé plus tard. Hein. Dis donc, demain ou après-demain, hein, monsieur le directeur financier. Deuxième journée de vente, encore sous le coup des records de la veille, Jacques Tajan considère qu'en France, il est décidément le meilleur. En vente d'art, parce que vous savez, les commissaires-priseurs font des ventes de chevaux, font des ventes de voitures, font des ventes de matériel industriel. En vente d'art, c'est le marché de l'art, ce dont on parle. Je fais 3 fois le chiffre d'affaires de mon suivant immédiat en France, donc j'ai la première entreprise de France d'assez loin. Premier chiffre d'affaires de la place, des bureaux à New York, à Monaco ou à Tokyo, Jacques Tajan se dit prêt à concurrencer les redoutables Anglais qui, comme Sotheby's, vont pouvoir vendre à Paris dès 1998, Europe oblige. Et sa stratégie à lui passe par le prestige des grands palaces. Quand un acheteur vient de New York, de Tokyo, vient de je ne sais où, il est évident qu'il faut le traiter convenablement et que à l'hôtel Georges V, on le traite convenablement. Alors il m'arrive souvent de faire ce qu'on appelle le déjeuner d'acheteurs et avant les ventes, 1 heure ou 2 avant les ventes, je les traite gentiment, je les fais boire un peu de Bordeaux, ce qui stimule les enchères et ils sont ravis. Vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça a sur les clients. Aujourd'hui, il a placé 2 clients de part et d'autre de son épouse japonaise. Celui-là vient du sud-ouest. Je suis un industriel qui s'intéresse un peu à l'art et en particulier à la peinture impressionniste. Je m'intéresse depuis très peu de temps, mais je fais un investissement un peu annuel d'une œuvre qui me plaît, une œuvre par an ou une tous les 2 ans. Enfin, alors que mon métier c'est d'acheter des usines, etc. Sí, voglio parlare con il signor Del Rio. No damage in China and the bronze or moulu, it's in good condition. Il est 15h, tous les collaborateurs de Jacques Tajan sont mobilisés au téléphone dans toutes les langues. Objectif, convaincre les acheteurs de venir ce soir et surtout obtenir des étrangers leur présence au téléphone au moment des enchères. Mais avant tout, il faut s'assurer que les clients sont solvables. La personne appelle demande à être appelée aussi. Voilà, et elle a envoyé un relevé d'identité bancaire. Aussi. Et elle est connue à Monaco. Elle est connue à Monaco, voilà. Très bien. Ce sont des gens connus dont on connaît l'identité, qui sont complètement identifiés de nos services, parce que bon, ils sont des acheteurs, je dirais, habituels. Lorsque ce sont des acheteurs que nous ne connaissons pas, bien évidemment, nous leur demandons de nous adresser, ce que vous avez aperçu tout à l'heure, des coordonnées bancaires. Et lorsque les sommes sont vraiment très importantes, nous appelons les banques aussi pour savoir si les sommes disponibles le sont réellement. Dans les coulisses, Jacques Tajan a un appel important avec Daniel Mitterrand. Aujourd'hui, 250, 300 ou 350 000 francs. Non mais, Daniel, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. En jeu, la collection de bijoux de Madame Mitterrand reçue pendant les 2 septennats, des cadeaux qu'elle vend au profit de sa fondation France Liberté. L'une des pièces est estimée 400 000 francs, mais à ce prix, Jacques Tajan craint que le collier ne soit pas vendu. Moi, je pense qu'il faut mettre entre 250 et 280 000 francs. Oui, mais c'est ce que ça vaut. Je vous tiens au courant, Daniel. Hein, je vous embrasse, Daniel. À tout à l'heure. C'est fait, Jacques Tajan a réussi à faire baisser le prix de réserve du collier. C'est le prix minimum exigé par le vendeur pour que l'objet puisse être vendu. Cet après-midi, ce sont donc des bijoux que vend Jacques Tajan et ses prévisions concernant ce collier vont se révéler exactes. 200 000, 250 000, 260 000,
290 000. Pas de regret, à 290 000, j'adjuge. Adjugé 290 000. Rue Bonaparte, près des quais, une galerie de peinture. Daniel et Fabien Boulakia, père et fils, iront à la vente de ce soir, qui concerne cette fois des œuvres modernes et impressionnistes. C'est le moment de définir la tactique à adopter. La prudence est de mise, car en 5 ans, le marché de l'art a considérablement baissé. Celui-là est très... Et là, il y a une atmosphère magnifique. C'est Paris. C'est vraiment un joli Nous, tableau. on peut monter jusqu'à à peu près... Qu'est-ce que tu penses? Moi, je voudrais pas pour nous d'avoir à moins à plus d'un million. Non, 1,2 million, 1,3 million, mais pour un client, on peut payer... Pour un client, on peut payer 1,8 million, 1,7 million. Pour un marchand, un tableau, normalement, doit, même s'il s'introduit, même s'il est important pour construire une exposition, il doit être vendu à terme. Donc effectivement, on n'est pas des mécènes, on ne peut pas se permettre d'acheter à n'importe quel prix, parce qu'on ne pourra pas le revendre à n'importe quel prix. Ou exceptionnellement. 1,3 million plus les frais, hein, n'oubliez pas les frais. Ça fait 1,430 000, vous vendrez 1,550 000, 1,6 000. Dernière ligne droite, avant la grande vente du soir, il reste encore un élément d'importance à régler. Comment placer les acheteurs potentiels? Voici, maître, le plan de salle qui est à peu près complet. Alors, ça, c'est la deuxième partie. Et voilà la tribune, vous êtes là. Voilà. Comme ça. Exactement. Sur le centre, il y a quand même, oui, 2, 3 grands collectionneurs. 4e rang, vous avez mis... Oui, c'est lui qui m'a demandé. Oui, ça, c'est un monsieur qui est à la fois américain, israélien, Oui. qui est un gros acheteur. Ici aussi, très gros acheteur à gauche au 2e rang. Tout à fait. Non, c'est bien, ils sont bien placés. Et ce monsieur-là, il est resté toute l'après-midi à voir tous les tableaux. Hein. Il y a des gens qui aiment bien être au fond, sur le côté, ne pas être vu et voir. Hein? Parce que pour voir ce qui se passe dans la salle, il faut être derrière, contrairement à ce qu'on pense. Il ne faut pas être devant. Si vous êtes devant, vous avez tout le monde dans le dos, vous ne voyez rien. Puis il y a des gens qui sont ravis de profiter du spectacle. Et ceux-là, ce sont plutôt des gens qui sont une espèce de béatitude contemplative, sympathique. Ce sont les extravertis. Puis il y a ceux qui s'aiment entre eux. Alors s'ils s'aiment trop, on ne les met pas entre eux, on ne les met pas à côté les uns des autres. Pourquoi? Parce que justement, ils s'aiment trop. Ils se connaissent trop. Comme ça, ils ne peuvent pas se consulter. Ils sont chacun de leur côté, séparés. Puis il y a ceux qui ne s'aiment pas, on ne les met pas non plus à côté parce qu'ils ne s'aiment pas. Évidemment, on ne met personne à côté de personne. Au contraire, s'ils ne s'aiment pas, ça serait peut-être bien de les laisser à côté. Ils surenchériraient peut-être plus encore, non? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et l'on soigne les habitués. Monsieur Odermatt, propriétaire d'une galerie de peinture avenue Matignon, est intéressé par une œuvre. Il faut faire le nécessaire. Christine. Christine. Mais comme c'est pas non, entre 1600 Une place. 1900. Une ou deux? Une place. Ouais, ah bah tiens, numéro, c'est mon numéro fétiche, porte-bonheur. Vous serez où? C'est pas le numéro, non, ça doit. Par là, c'est la meilleure place devant? Au premier rang, on peut être très discret, on peut tenir ses lunettes et ça veut dire qu'on maintient l'enchère. Ou quand on pose ses lunettes, ça veut dire qu'on abandonne l'enchère. Le commissaire-priseur, bon, il y a des petits trucs comme ça qui font que... Il vous arrive de perdre un peu votre sang-froid, si je puis dire? Comment c'est ça le drame avec les... maintenant, on perd moins son sang-froid parce que l'argent est rare. Mais c'est vrai que des fois, je me suis laissé emballer. Les enchères peuvent être dangereuses. C'est là le côté magique. Là, l'autre, les enchères, etc. On soutient, on les fixe dans les yeux, on les hypnotise. Et puis à un moment, hop, ça a été adjugé 2 100 000, mais c'est moi qui l'ai acheté. Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est trop tard, il l'a acheté. Entrée en scène du maître pour la dernière vente de tableaux. Les Boulakia sont déjà aux premières loges. En tout, 82 œuvres impressionnistes et modernes sont proposées. Parmi eux, l'une des pièces maîtresses. Numéro 37 par Claude Monet.
Les glaçons sur la Seine à Port-Villers, 1893. Qui va perdre son sang-froid le premier? Roland Dumas, un habitué des ventes, Monsieur Odermatt, ou bien les Boulakia? 3 500 000. 3 800 000. Derrière au téléphone, un acheteur à Monaco, l'autre à New York. 4 500 000. 600 000. 4 800 000. 5 millions. Les Boulakia jettent l'éponge. 5 200 000. Mais regardez bien, à partir de là, Jacques Tajan va surenchérir tout seul. En face de lui, il n'y a plus d'acheteurs. Il sait qu'un grand collectionneur de Londres est venu pour ce tableau, mais il est absent, bloqué dans les embouteillages. Tant pis, Jacques Tajan va prendre le risque et enchérir à sa place, jusqu'à 5,3 millions, le prix minimum fixé par le vendeur. Hésitation, Jacques Tajan joue gros car il veut absolument vendre le tableau vedette. 5 300 000 dans sur les côtés. En fait, au fond de la salle, il n'y a personne. Adjugé 5 300 000, pas derrière. Derrière ses collaborateurs s'interrogent, Jacques Tajan a pris des risques. Il n'est pas sûr de convaincre son acheteur, absent, de payer 5 300 000 pour ce tableau. Toutes les enchères sont terminées, c'est l'heure de faire les comptes. 4, 81, 14. Il y a une ou deux grosses pièces qui ne sont pas passées, c'est un peu dommage. Mais non, ça s'est pas si mal passé. C'est dommage, la grosse pièce s'est pas passée. Mais elle va passer peut-être demain, je ne sais pas, on verra. La grosse pièce n'a pas été vendue, mais bien d'autres ont trouvé preneur. Je suis ravi d'emporter ces deux jeunes femmes. Et même, il y en a deux, vous voyez, de secours. Vous êtes un particulier ou un marchand? Oui, un particulier. Et un amoureux de bonheur? Voilà. Vous voyez bien? Faut mettre deux sur Deux jeunes femmes signées par Bonnard à 2 100 000 francs et on les emporte dans un sac en plastique. Merci, monsieur. Mais il reste toujours le Monet et là, Jacques Tajan n'a pas terminé sa journée. Il tente de joindre par téléphone son collectionneur de Londres pour lui faire accepter d'acheter le tableau. Il est même prêt à faire des sacrifices, en clair, abandonner une bonne partie de sa commission. Si un tableau est vendu à 10% au-dessous du prix fixé par le vendeur et que mes frais sont de 10%, ben ça veut dire que j'en fais la remise totale. Quand il y a des enjeux de plusieurs millions, on ne négocie pas pour 200 000 francs. J'aurais mieux aimé que ça passe la barre et que ça soit au-dessus. Or, ça a été un petit peu au-dessous. Le Monet sera finalement vendu 3 jours plus tard avec une ristourne. Bilan de ses ventes, 64 millions de francs, dont 3 à 4 millions de francs de bénéfices pour son organisateur. La commission de Maître Tajan varie entre 10 et 20% du montant de l'enchère. Il a ensuite des frais, bien évidemment, mais ses bénéfices en fin d'année restent tout de même très confortables. 9 millions de francs, commission comprise, c'était donc le montant de l'enchère la plus élevée de cette vente qui a eu lieu en décembre dernier. C'est très loin des records mondiaux. Le tableau le plus cher de l'histoire de tous les temps, c'est un Van Gogh, le portrait du docteur Gachet, 417 millions de francs. Il y a ensuite un Renoir, le Moulin de la Galette, et puis un autre Van Gogh, les Iris, 3 Picasso, les Noces de Pierrette, un autoportrait, Yo Picasso, Au Lapin Agile, et puis un Van Gogh, environ 200 millions de francs. Stéphane Collaro, vous allez souvent dans les ventes aux enchères? Alors je n'y vais plus, j'y allais avant, mais en fait, on se laisse trop prendre au jeu. C'est-à-dire, je veux dire par là que ça devient une espèce de casino, quoi. La chaleur des ventes oui, fait on a envie de surenchérir. Alors donc maintenant, je donne des ordres avant la vente, quand j'ai envie d'un tableau, et puis je dépasse pas l'ordre que j'ai donné. C'est-à-dire, je donne telle somme pour tel tableau. Si ça arrive à ce prix-là, je l'ai, sinon je l'ai pas. Ça évite de flamber. Voilà. Votre premier tableau, ça a été, vous l'avez acheté où? Comment Alors, malheureusement, ça n'a pas été un coup de passion, parce que maintenant, l'art contemporain est devenu une passion dévorante et totale. Mais l'histoire est beaucoup plus triste. On a vu tout à l'heure Xavier Odermatt, qui était un marchand de tableaux, et il savait que j'avais gagné de l'argent à la télévision. Et malheureusement, comme trop souvent ça se pratique dans ce milieu, il m'a appelé en me proposant une affaire financière. Un placement. En fait, de la spéculation. C'est-à-dire qu'il m'a dit, je vais te vendre 3 tableaux, qui étaient très bons d'ailleurs, et il m'a dit, si tu les gardes pendant 5 ans, je te propose 10 ou 15% de mieux
au bout de 5 ans sur ces tableaux. Je te les rachète Voilà, je te les rachèterai à ce prix-là. Donc quand j'étais le voir 5 ans après, évidemment, il m'a dit, oh là, mon pauvre ami, mais le marché... Et ça arrive souvent, ça en fait, je dirais à tout le monde, méfiez-vous de tous les gens qui vous proposent de faire de la spéculation sur l'art. L'art, on le fait par passion. Et il faut se méfier de ces marchands qui proposent des ristournes, qui proposent de l'argent. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer, c'est pas beau. Richard Rodriguez, alors vous êtes un cas tout à fait atypique. Bonsoir, vous êtes juriste dans une banque. Vous gagnez combien? 15 000 francs par mois, net. Vous n'avez pas de fortune personnelle? Absolument pas, non. Et vous avez une collection aujourd'hui que vous estimez à environ 5 millions de francs. Alors plus haut, c'était beaucoup plus, mais bon, maintenant... Parce que, alors vous avez acheté au plus bas, évidemment. J'ai pas acheté au plus bas, disons que moi, j'ai pas eu la facilité d'avoir beaucoup d'argent, Dieu merci, finalement. Mais ça revient même à la fin, quoi. J'ai été plus rigoureux dans mes choix, plus exigeant. Et ça fait 20 ans que je collectionne, et depuis 20 ans, je me suis fait l'œil. Et disons, j'ai pris certains principes. Il veut dire par là qu'il est intelligent et que moi, je suis un peu con. Oui. Il n'a pas tort. Et alors, l'œil sur qui Là, actuellement, c'est un artiste qui, pour moi, est le plus grand artiste de la fin de ce siècle, c'est Jean-Michel Basquiat. Alors, vous avez prêté d'ailleurs 2 Basquiat. C'est un jeune peintre new-yorkais qui est mort... portoricaine et haïtienne. Voilà, qui est mort brutalement à 28 ans, à l'âge de 28 ans, il y a 6 ou 7 ans. De surdose de drogue. Donc deux de vos toiles qui sont aujourd'hui à la collection du Musée d'Art Moderne de Paris, Passion Privée, des collections de collectionneurs privés. Alors vos toiles sont dans des pièces qui cohabitent avec d'autres toiles de grands collectionneurs comme Alain Delon ou comme le patron de Paris Match et créateur de lui, Daniel Philippaki, qui ont d'autres revenus que les vôtres, évidemment. Vous, Basquiat, vous avez eu aussi un coup de chance, je crois, une fois, en achetant, en prenant dans le métro une œuvre, un graffiti. Oui, ça c'est vraiment le destin qui disons, très heureux pour les pauvres collectionneurs comme moi. C'est-à-dire qu'un jour, en rentrant chez moi, ma femme me dit, t'as pas vu dans le métro, à 100 mètres de chez moi, tout le métro est investi par des peintures. Alors moi, je vais avec mon appareil photo pour prendre des photos et je constate au milieu de cela une peinture, papier collé, marouflé sur les panneaux publicitaires de Kettering. Et je réalise qu'en fait, il était collé sur une épaisseur d'affiche relativement épaisse, ce qui fait que ni une ni deux, je suis allé chercher mon escabeau, ma spatule, et je suis allé décoller mon affiche. Et ça valait quoi à l'époque? À l'époque, ça valait déjà dans les 100 000 francs. Ah bon, ils étaient dans le métro comme ça? Et oui, c'était une intervention clandestine qui avait été faite par la bande Harry Poulain. Il y avait une pub de Kettering sur le métro. Il avait fait une pub. Mais alors c'est un vrai tableau? Oui, non, c'était une publicité. Non, absolument pas. Oh là là, j'en ai découpé, tout le monde en a découpé. Et aujourd'hui, ça... Maintenant, ça vaut dans les 100 000 $, 150 000 $. Ouais. Mais ça paraît quand même incroyable qu'on puisse prendre comme ça dans le métro des trucs qui valent 100 000 francs. Ouais, non, mais là, moi, je suis pas... Bon, écoutez, d'abord... Il y a des débats. Je ne vais pas rentrer dans ça, c'est les experts. Mais pour revenir... Je ne voudrais pas que tout le monde croie qu'on va faire fortune avec l'art. Non, mais c'est pas ça. Et qu'on va avoir la chance qu'est notre ami Rodriguez, parce que c'est exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Et que donc, ne pensez pas qu'en allant découper dans les murs ou dans le métro, vous allez devenir millionnaire, parce que c'est... Non, mais non, je disais, là, vous avez eu un coup de chance, et puis vous avez l'œil, vous connaissez bien ce marché. Non, mais en plus de ça... Quand j'ai revu Kettering peu de temps après, finalement, il était assez content que j'ai préservé la destruction de cette œuvre, parce que le lendemain, en principe, toutes les affiches avaient été détruites par les publicitaires qui remettaient les affiches publicitaires. Et quand je l'ai revu à une exposition d'un vernissage dans une galerie, il était venu vers moi et m'a dit, finalement, je suis très content que vous ayez préservé cette œuvre qui, pour lui, était une œuvre importante. C'est la première œuvre in situ qu'il avait faite à Paris. Il m'a même proposé de la racheter, d'ailleurs. Et à cette occasion, il m'avait donné, d'ailleurs, ce petit badge en souvenir. Alors, ce marché de l'art, il y a des histoires absolument extravagantes, parce que, comme vous dites, il ne faut pas spéculer, mais malgré tout, ça monte, ça baisse. Il y a eu des retournements dans les années 80 incroyables. Vous achèteriez, par exemple, aujourd'hui, Frédéric Descombes? Je connais pas. Bon. Je connais pas, mais je peux pas dire que comme je la connais pas. C'est une artiste qui monte. C'est une artiste qui monte parce que Thierry Hornet a essayé de comprendre un peu. Si c'est une bonne artiste, j'achèterais peut-être. Il a essayé de comprendre ce qui faisait la cote du marché de l'art, dans le marché de l'art contemporain. Là, vraiment, on est dans le moderne. C'est très difficile d'avoir du nez. Même l'État, qui a beaucoup d'argent à dépenser pour acheter des toiles, fait parfois des choix qui ne sont pas du tout les bons. Alors Thierry Hornet a essayé de comprendre les mécaniques du marché de l'art contemporain. Regardez. Ça, c'est magnifique, je trouve ça très beau, c'est très étrange. Ouais. Je vois à peu près ce que c'est. Ce travail-là est directement lié à ce travail sur le corps intérieur, le corps écorché, puisqu'en fait,
enfin, j'aime à dire, et je le cite dans mon catalogue, j'ai rencontré un thermos. Et dans cette rencontre... Frédéric Descombes a 31 ans, c'est une jeune artiste qui monte. Même pas imaginairement, mais en tout cas... Grâce à plusieurs petites expositions comme celle-ci à Rueil-Malmaison, elle commence à faire parler d'elle. La presse lui rend visite, aujourd'hui une critique d'art de Libération et une journaliste du magazine Nova. Anne de Villepoix, qui tient une galerie, s'intéresse de près à son travail. Alors derrière, il y a une très jolie pièce qui s'appelle Adam et Ève. Regarde, celle-ci. Le moulage, c'est ouais. Frédéric Descombes vit dans le 18e arrondissement, à Paris, dans un petit 2 pièces qui lui sert aussi d'atelier et où elle conserve ses œuvres. Oui, j'ai gardé beaucoup de choses qui sont essentiellement en rapport avec la cire. Alors voilà, ça c'est des bandes d'épilation par exemple. Alors là on arrive au corps, enfin à mon propre corps. Il doit y avoir des empreintes. Alors ça c'est les empreintes de dents par exemple. Ces petits objets de cire qu'elle fabrique dans son appartement, Frédéric Descombes les vendait jusque-là à sa famille ou à des amis pour quelques centaines de francs. Grâce à la galerie d'Anne de Villepoix, elle a vendu une dizaine d'œuvres cette année. En particulier cette sculpture et 2 photos pour 25 000 francs. C'est un début, mais ça ne suffit pas encore pour vivre. Non, je ne vis pas de mon art. Donc j'ai choisi effectivement d'avoir un travail alimentaire. Je fais de la décoration, je fais aussi de la comptabilité. Enfin, je ne fais pas de métier, mais je peux faire beaucoup de choses, quoi. Si ça marchait bien dans le domaine artistique, je ne ferais que ça, et plus. Enfin, je veux dire... Si j'avais, si matériellement je pouvais ne travailler qu'à ce travail, je le ferais, oui, bien sûr. Richard Texier, lui, vit de son art et il en vit même bien. En 1982, il a pu s'offrir cette usine désaffectée de 800 mètres carrés où sont installés son domicile et ses ateliers. Les débuts n'ont pas été faciles, mais aujourd'hui, un tableau de Richard Texier se vend suivant sa taille, entre 30 et 200 000 francs. Je vois bien que sur quelques années, là sur 10 ans, mon travail c'est pas le même prix, quoi. Il y a 10 ans, je vendais mes tableaux beaucoup moins cher. Ça s'est multiplié par quoi Peut-être par 3, peut-être. 2 ou 3 en tous les cas, oui. Alors je me dis, si dans les 10 ans qui viennent, c'est encore 2 ou 3, ça me donne un peu le vertige, quoi. Si l'artiste s'étonne de l'envolée de ses propres prix, c'est qu'il n'en est pas le maître. Pour les sculptures comme pour les tableaux, ce sont les galeries qui décident et les tarifs sont fixés en fonction de la demande. Quand la réputation de l'artiste grandit, les acheteurs sont de plus en plus nombreux, alors les galeries augmentent les prix. Vous savez, c'est difficile quand on est artiste parce qu'on ne sait pas juger de la valeur de ce qu'on fait. Alors évidemment, les artistes ne sont pas des purs esprits. Moi, j'ai besoin d'argent pour fondre des sculptures, pour continuer mon projet. Je suis content qu'on m'achète aussi, parce que c'est la preuve qu'on a de l'estime un peu pour ce que je fais. Mais il ne faut pas que je prenne en charge ces questions-là, parce que je suis au fond incompétent pour le faire. La vérité, c'est ça. L'art appartient aux artistes, le marché, lui, appartient aux galeries. Le marché de l'art contemporain, c'est un petit groupe d'une trentaine de galeries, dont une bonne partie se situe à Paris. À 100 mètres du centre Georges Pompidou, l'une des plus influentes, la galerie Templon. Toutes les 5 semaines, on organise une nouvelle exposition. Cette fois-ci, c'est l'artiste américain Georges Condo, déjà très en vogue dans son pays. On vient de recevoir les toutes dernières créations. On peut essayer de mettre celui-là, là. L'exposition est faite pour promouvoir l'artiste, mais aussi et surtout pour le vendre. C'est le responsable commercial de la galerie qui installe les œuvres. Ça, c'est bien, je trouve. Ce qui est important pour l'accrochage, c'est que chaque tableau soit mis en valeur et ne tue pas l'autre quand ils sont placés les uns à côté des autres. C'est en fait, bon. Et donc à ce moment-là, qu'il y a un plaisir aussi pour le spectateur de rentrer dans l'exposition et d'avoir différents types de regards. Donc à partir du moment où un tableau est mieux mis en valeur, c'est peut-être plus facile de le vendre. C'est pas non plus un hasard si tout d'un coup ce tableau qui est le tableau du carton d'invitation se retrouve là. Il est en vente à combien, on peut savoir? 250 000 francs. Le prix de ces tableaux varie de 150 à 350 000 francs suivant leur taille. Comme de coutume, l'artiste touchera 50% du montant des ventes.
La galerie américaine qui lui sert d'agent prend 20% pour elle. Reste donc 30% pour la galerie Templon. Avec ça, il faut rentabiliser l'exposition. Et une expo comme celle-ci, ça coûte beaucoup d'argent. 10 000 francs de carton d'invitation, 10 000 francs d'envoi, 12 000 francs de transport, 12 000 francs de pub, 50 000 francs. En tout? À peu près 50 000 francs, plus à ça vous ajoutez les frais permanents de la galerie. Et les frais permanents de la galerie, c'est le loyer, les salaires, le téléphone, l'électricité. En tout, 300 000 francs à trouver tous les mois. Pour s'en sortir, il faut bien vendre des artistes connus qui génèrent un gros chiffre d'affaires. Avec Georges Condo, la galerie n'a pas pris de risque. Lors de sa précédente exposition il y a 5 ans, tous les tableaux avaient été vendus. Chez Anne de Villepoix, la situation est bien différente. Dans les galeries plus jeunes et plus modestes comme la sienne, on s'intéresse à de jeunes artistes, par goût, mais aussi parce que les plus réputés ont déjà une galerie attitrée. Or, les jeunes artistes comme Frédéric Descombes, ça se vend forcément moins et forcément moins cher. Ça veut dire qu'en vendant des jeunes artistes, je perds beaucoup et je perds tout le temps. Si je présente par exemple une exposition personnelle de Frédéric Descombes, je serais ravie par exemple de vendre 3 pièces. Si je vends 3 pièces à 3 000 francs, combien ai-je gagné? 4 500 francs. Et j'ai dépensé 60, 70 000 ou 80 000 francs. Bon, donc c'est une perte sèche, c'est clair. Pour rentabiliser sa galerie, Anne de Villepoix organise des expositions avec non pas 1, mais 4 ou 5 artistes en même temps. En ce moment, 3 photographes et la vidéo d'un créateur suisse. Elle a également remis au goût du jour les œuvres d'artistes un peu passées de mode. C'est une pièce qui vaut 180 000 francs par exemple. Et c'est de... Et qui est de Chris Burden. Et donc là j'ai vendu 3 pièces, ce qui effectivement m'aide énormément. En fait, c'est grâce à ces artistes plus confirmés que vous pouvez vous permettre de présenter des jeunes. Tout à fait. Ce qui fait également la différence entre une jeune galerie et une galerie puissante, c'est la clientèle. Chez Daniel Templon, pour le vernissage, 5000 invitations ont été envoyées. J'aime beaucoup les petits paysages qui collent sur l'autre tableau. Pour les clients les plus fidèles, Daniel Templon lui-même vient vanter la marchandise. Claude Picasso, le fils du maître, fait une apparition. Lise Toubon, la femme du ministre, vient en amateur. Je n'achète jamais des tableaux chers, parce que je n'ai pas les moyens, mais si j'ai les moyens, je vivrai volontiers avec un portrait comme celui-là. Très volontiers. C'est vrai, les prix sont élevés, mais tout le monde ici sait bien qu'un artiste à la mode, c'est toujours plus cher. Et que s'il vient de New York, ça n'arrange rien. Mais en même temps, je crois avec une C'est une référence New York dans le domaine de l'art contemporain. Donc s'il est aussi connu que Julian Schnabel, ce que je ne savais pas, c'est normal qu'il y ait ces prix-là, parce que Julian Schnabel, il vaut même plus cher que ça. C'est la notoriété qui fait le prix, là. Oui, je crois que ce genre de peinture peut très bien, peut-être dans 10 ans, vaudra 10 fois plus, ou peut-être vaudra 0. Je veux dire, on ne trouverait personne pour acheter ce genre de tableau. Donc c'est difficile d'y consacrer une somme importante. Les collectionneurs ont appris à se méfier devant des prix élevés. Tous se souviennent encore de l'explosion causée par la spéculation à la fin des années 80. Comme le montre l'indice des prix du quotidien américain Daily Telegraph, entre 88 et 89, la valeur moyenne des œuvres vendues a carrément doublé. Le boom du marché, comme on l'a appelé à ce moment-là, est surtout venu de l'arrivée dans un marché qui est ce qu'il est, de spéculateurs, tout simplement. Des gens qui avaient de l'argent et qui se sont soudainement intéressés à l'art. Exactement, et qui ont abordé l'art en tant que produit spéculatif, en tant que valeur sur laquelle on peut gagner rapidement de l'argent, puisque... Comme on jouerait en bourse. Exactement, ou en immobilier, c'était le même principe. Parmi les premiers concernés, le peintre américain Jean-Michel Basquiat. Ces tableaux se vendaient autour de 150 000 francs. La spéculation fait flamber les prix. En 4 mois, sa cote a quadruplé, dépassant les 500 000 francs. Autre exemple, Keith Haring, artiste lui aussi très en vogue à la fin des années 80. Ce tableau intitulé South Africa était estimé à 100 000 francs. Les enchères l'ont finalement adjugé pour 1 million de francs, 10 fois plus que prévu. Il y a eu plusieurs phénomènes. D'un côté, donc, cet enchaînement spéculatif. D'autre part, ensuite, la mort de l'artiste. Les gens ont spéculé davantage autour de cet artiste qui était malade du sida et qui ensuite est mort. Donc les toiles ont commencé à grimper. Et aussi parce que c'est un art qui correspondait à des préoccupations des années 80-90. Et toutes ces raisons ont fait que cet artiste a subi des envolées. Lorsque les spéculateurs ont perdu confiance, ils ont fui le marché, les cotes se sont effondrées.
Certains peintres ont connu des chutes brutales. Ainsi, les tableaux du français Combas, qui se vendaient jusqu'à 300 000 francs, ne trouvent plus preneur aujourd'hui à seulement 30 000. Pour s'y retrouver, mieux vaut faire partie du petit cercle des initiés. C'est le cas de Gilles Fuchs, le directeur de la société Nina Ricci. Gilles Fuchs est l'un des collectionneurs les plus influents de la capitale. Il a commencé sa collection il y a 30 ans. Alors ça, c'est une œuvre de César qui représente des cartonnages d'Air du Temps de Nina Ricci. Et cette œuvre-là également, qui était insolite, est également une petite œuvre, une petite sculpture par un jeune Belge qui s'appelle Corillon, et qui est une fausse caméra. Aujourd'hui, Gilles Fuchs achète entre 8 et 10 œuvres par an. Il en possède en tout près de 200. Pour ne pas se tromper, il a une tactique simple, se fier à son flair et acheter au plus bas. J'ai acheté des œuvres cette année qui valaient 3 000 francs, des dessins, des petites sculptures. J'essaye de ne jamais monter au-dessus de 50 000 francs. Et Gilles Fuchs a souvent eu du nez. Il a par exemple acheté très tôt des œuvres de Jean-Pierre Reynaud. À l'époque, elles valaient 3 000 francs. On les estime aujourd'hui 10 fois plus. Dernièrement, il a fait l'acquisition de cette œuvre d'un artiste chinois complètement inconnu. Il y a le soutien financier qui peut être plus ou moins grand, mais vous pouvez acheter 1, 2, 3 œuvres, enfin, etc. Vous pouvez amener justement d'autres amis pour les voir. Mais c'est surtout aussi le soutien moral, c'est-à-dire que tout à coup, un jeune artiste s'aperçoit que ce qu'il fait, eh bien, peut déclencher un intérêt, il peut en parler, il peut expliquer ce qu'il a voulu faire, il peut s'établir un dialogue, il a une ouverture vers quelque chose. Ça, je crois que ça, c'est aussi important. Reste que le plus gros collectionneur de France, c'est l'État. Exemple, les colonnes du Palais Royal, une commande du ministère de la Culture. L'œuvre a coûté 16 millions de francs. L'artiste Buren n'a touché que 150 000 francs, mais cette commande a beaucoup fait pour sa notoriété. L'État dépense 20 millions de francs par an en commande. Il dépense 20 autres millions pour acheter des œuvres déjà réalisées. Ces œuvres sont stockées ici, dans des réserves souterraines, sous le quartier de la Défense. C'est ce qu'on appelle le FNAC, le Fonds National d'Art Contemporain. 70 000 œuvres, le plus grand musée de France. Une partie est ici, mais l'essentiel est dispersé dans tout le pays. Les œuvres servent à décorer les établissements publics, ambassades, préfectures, parlements et ministères. À l'occasion de la composition d'un nouveau gouvernement, les ministres s'installent donc dans les hôtels ministériels et n'ont pas forcément la même sensibilité artistique que leurs prédécesseurs. Donc c'est une occasion pour nous de faire bouger beaucoup les œuvres. Le plus délicat en fait pour le FNAC, c'est de choisir les œuvres à acheter. Comment savoir quels artistes compteront encore dans 20 ans? En matière d'art, l'État a prouvé qu'il n'était pas infaillible. Pendant très longtemps, puisque dans les, en gros, 50 premières années du XXe siècle, l'État français n'a acquis quasiment aucun des artistes majeurs du XXe siècle, donc c'est assez inquiétant. Picasso, Mondrian, Paul Klee et j'en passe étaient considérés comme des artistes sans aucun intérêt. Savoir repérer les futurs grands artistes sans se tromper, c'est ce qui a fait la fortune de Pierre Nahon. Mi-collectionneur, mi-galeriste, depuis 30 ans, cet ancien publicitaire a su investir dès leur début sur les artistes qui sont aujourd'hui les plus cotés. Il possède une galerie à Paris, mais on le trouve plus souvent ici, dans cette propriété achetée il y a 3 ans à Vence, à quelques kilomètres de Nice. On présente dans le parc des sculptures d'un peu tous nos artistes. Là, par exemple, un Schnabel, un César, un autre César. Là-bas, le couteau que vous voyez, c'est une sculpture de Philippe Perrin. La fontaine, devant nous, a été faite par Armand. Toutes les pièces qui sont ici sont à vendre. Voilà le centaure de César, qui est bien connu. Quand il y a 20 ans, nous avons commencé à travailler avec César, une sculpture moyenne de César devait coûter autour de 30, 40 000 francs, quelque chose comme ça. La même aujourd'hui vaut entre 300 000 et 1 million. Et des clients prêts à débourser 1 million, il y en a. Ce n'est pas par hasard que Pierre Nahon s'est installé sur la Côte d'Azur. Ici, l'amateur sait qu'il va trouver un échantillonnage de tout ce qui compte en art contemporain. Basquiat, Sol Levitt, Niki de Saint-Phal, Namjoon Peck, Combas, Yves Klein, Rauschenberg, pas un grand nom ne manque à l'appel. Lorsqu'une vente est conclue, pas question ici de verser 50% à l'artiste.
Pierre Naon a eu la bonne idée d'acheter les œuvres. Tout ce qui est ici lui appartient. Le montant des ventes lui revient entièrement et la plus-value est parfois très intéressante. Jeff Koons, vous savez, c'est le garçon qui a épousé la Cicciolina. C'est un artiste américain qui est apparu dans les années 80 aux États-Unis et qui est un peu un artiste satirique d'une certaine manière. Hein. Alors là, il fait là, c'est le portrait de Buster Keaton avec un oiseau de Walt Disney sur l'épaule, monté sur un âne. Tous les musées ont un Jeff Koons. Cette pièce a quelle valeur approximativement? 1 200 000 francs. Bon, on a dû l'acheter en 88. Alors en 88, ça devait valoir l'équivalent de 100 ou 120 000 francs, quelque chose comme ça. En bon marchand, Pierre Naon, qui emploie 15 personnes, a installé une boutique de souvenirs au milieu de la galerie. Dans les vitrines, des bavoirs Keith Haring, des porte-clés César et des cravates Andy Warhol. Quand on a 600 personnes par jour en été, c'est pas 600 collectionneurs qui chaque jour viennent acheter des sculptures à 1 million. Évidemment, c'est tout le monde. C'est tout le monde et on a, comme dans les musées ou les fondations, on a pensé qu'une boutique dans laquelle on pourrait trouver aussi bien des parapluies que des cravates ou des livres pouvait répondre à une éventuelle demande de ce large public. Certains repartent avec une carte postale, mais bon, c'est toujours un souvenir de la visite qu'ils ont pu faire ou un t-shirt. En vendant des sculptures de César et des cartes postales, la galerie réalise un chiffre d'affaires de 25 millions de francs par an. C'est 2 fois plus que n'importe quelle galerie classique. Alors c'est un marché assez fou, on voit des prix comme ça qui montent, qui baissent, des cotes qui se font et se défont, des modes qui changent. Richard Rodriguez, vous aujourd'hui vous pourriez vendre certaines de vos toiles et puis vivre autrement. Vous avez un appartement... De 60 mètres carrés, effectivement, je pourrais vendre effectivement quelques pièces et m'acheter un appartement de 150 mètres carrés. Mais moi, vivre avec des murs vides... c'est pas mon credo. Je veux dire, pour moi, c'est la passion, c'est la peinture. Je veux dire, je pourrais vivre dans une chambre de bonne avec des demoiselles de Villon de Picasso. C'est ça mon credo. C'est non seulement il a du flair, hein, mais en plus, vraiment, il a du pot parce qu'il m'a convaincu avec son Kessaring du métro. Ah oui, eh oui. Mais elle est trop belle l'histoire, bravo. Non, mais c'est ça, c'est le hasard qui fait que parfois. Ouais, on trouve comme ça une vraie. Oui, mais c'est passion, c'est ça qui est formidable. Et alors, il faut se méfier sur ce marché quand même. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, non, je dirais qu'il faut se laisser complètement entraîner par la passion. Il ne faut pas penser argent. Et il faut surtout il faut acheter en fonction de ses moyens. Le critère esthétique, point final. Voilà, bon. Alors c'est vrai qu'on peut se tromper, on peut, bon. Mais moi, je vais vous dire une bonne chose. Je vis entouré de choses que j'aime. Et finalement, ça m'a coûté cher. J'ai perdu beaucoup d'argent, je m'en fous. Elle vaut combien votre collection aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais rien, c'est impossible de demander lui, c'est impossible à dire. Au plus haut, elle je sais pas, mais ça m'intéresse pas parce que d'abord j'ai pas envie de la vendre, et puis ensuite de ça, j'aurais pu acheter des actions Danone ou des actions je sais pas quoi. Au tunnel, t'aurais tout perdu, t'aurais perdu pareil, et j'aurais l'air de pour avoir une idée, je sais pas, j'ai plusieurs millions de francs. Oh certainement, oui, certainement. Mais j'ai pas vraiment d'idée. Mais ce que je voulais dire, c'est faut pas se laisser entraîner par des spéculateurs. Bon, je sais pas, un marchand dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Les gens, tout de suite, ils font croire qu'ils s'y connaissent terriblement, alors qu'en fait, ils sont tout simplement en train de vendre de la soupe. Hein. Et un des marchands dont je parlais tout à l'heure, un jour au Salon de Mars, il exposait sur son stand un tableau de Roberto Matta, qui est un très grand artiste sud-américain que tout le monde connaît. Ce tableau était à vendre 3,8 millions. Et je vois passer Roberto Matta dans l'allée, et je vais saluer Roberto Matta, qu'on m'avait présenté, que je connaissais. Le marchand se précipite derrière, il lui fait au maître. Le maître lui fait « Oui, monsieur ». Je ne sais pas. Il lui fait « Regardez, maître, sur notre stand, nous vous rendons hommage et nous exposons au mur une de vos œuvres qui date de 1939, qui est une des plus belles. » Et l'autre, il le regarde, il regarde l'œuvre, il dit « Monsieur, elle est à l'envers ». Il tourne le dos et il s'en va. Voilà. Bon. Alors ça veut dire que il faut que les gens soient méfiants. Ceci dit, une œuvre d'art a toujours une valeur tangible par rapport à d'autres valeurs. En 1929, au moment du crash boursier, ceux qui ont sauvé leur patrimoine, c'est ceux qui avaient des Picasso, des Rembrandt, des Van Gogh. C'est pas ceux qui avaient des actions. Quoi qu'on dise, les Picasso, les Van Gogh et les Rembrandt vaudront toujours le prix de Picasso de Rembrandt. Éternel, là où effectivement d'autres... L'histoire l'a prouvé, et en fait c'est un investissement, si on veut parler d'investissement, c'est un investissement à long terme, et non pas un investissement à court terme. Alors, pour finir cette émission, je voudrais quand même, parce qu'on a parlé d'œuvres qui ont beaucoup monté, donner une réalité un peu sur le revenu des artistes, parce qu'il y a 12 000 artistes aujourd'hui répertoriés en France, très peu vivent bien finalement, la moitié d'entre eux environ a des revenus inférieurs à 50 000 francs par an, 50 000 francs par an, 24% entre 50 000 et 100 000 francs par an.
12% entre 100 et 150 000 francs, et ils sont très peu à avoir des revenus qui dépassent 245 000 francs. 8%, ça fait 1000 artistes en France qui, comme Daniel Buren ou d'autres, ont des revenus qui dépassent, Daniel Buren c'est très au-delà de ça, mais 245 000 francs par an. Vous savez, moi ça m'arrive d'avoir un artiste, des artistes que j'aime beaucoup, qui m'appellent et qui ont absolument besoin de me vendre une œuvre parce qu'il faut qu'ils mangent. Et parce qu'ils ont une famille à nourrir. Non mais j'en parle sérieusement. Et puis souvent, j'achète à un moment où j'en ai pas forcément ni les moyens ni l'envie, j'achète une petite œuvre parce qu'on devient aussi intime avec les artistes et qu'il faut les aider à vivre. Messieurs, merci. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Dans un instant, Culture Pub, un spécial publicité aux Pays-Bas. La semaine prochaine, Zone Interdite. Nous nous retrouverons dans 15 jours. Bonne soirée.